Nous voilà de retour. Donc nous allons commencer le début de l'après-midi par une présentation de Cyril Harpé sur la question de l'urbanisme et santé, méthodologie pour l'évaluation des documents et projets d'urbanisme. Merci, bonjour à tous et merci à VAD pour cette invitation. Donc je vais marcher un peu parce qu'après le repas, je sais qu'il faut toujours faire quelques pas pour mieux digérer. Une bonne pratique de santé oblige. Et on nous le dit, manger mais bouger aussi. Donc voilà, pour ce démarrage d'après-midi, je vais bouger un peu. Ouais, alors donc je représente l'école des hautes études de santé publique de Rennes, initialement l'école nationale de santé publique, ENSP, qui a changé d'identité en 2006. À l'origine, cet établissement qui va fêter son cinquantenaire, donc cette année, 2012, formait et forme encore les professionnels de santé des établissements publics, notamment hôpitaux, mais aussi les agences régionales de santé avec ce DAS, les établissements publics, notamment pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les centres de petite enfance, et d'autres établissements sanitaires et sociaux. Cette école, depuis 2007, a changé de statut pour devenir un établissement d'enseignement supérieur et de recherche à vocation scientifique et de formation toujours des professionnels. Donc je parlerai ici au nom de deux enseignants que nous sommes, Anne Rouet Logal, que j'excuse pour son absence, et moi-même, donc tous deux enseignants dans cette école, dans le département santé, environnement, travail et génie sanitaire. Donc je vais vous présenter, donc d'une part dans un premier temps, vous introduire, rappeler ce que l'on fait dans cette école, le contexte d'une commande qui nous a été faite par la Direction générale de la santé, ministère des Affaires sociales et de la santé, pour répondre donc à des questions et à un besoin, même je dirais un impératif, aujourd'hui sur les questions relatives à l'aménagement urbain et les enjeux de santé ou de santé-environnement. On ira voir du côté des procédures d'évaluation environnementale comment on peut intégrer la santé dans ces démarches, et puis vous montrer les débuts d'une méthode qu'on construit depuis quelques mois avec un groupe de travail. Voilà en 4 temps, 4 mouvements. Donc en introduction, brièvement, l'école des hautes études de santé publique, EHESP, comprend donc un département, le D7, qui travaille sur 4 axes principaux. Un axe, on va dire, historique sur les micro-organismes pathogènes de l'environnement. Donc il y a une compétence dans le métier de l'eau et l'analyse des contaminants ou des éléments, dirons, polluants de l'eau. La culture de l'école est une culture de l'eau. Le deuxième axe, c'est celui lié à des contaminants organiques, notamment auprès des femmes enceintes ou des jeunes enfants, avec notamment les produits de type phtalate, ou plus généralement les perturbateurs endocriniens, dont on nous parle de plus en plus à travers les travaux des experts de l'ANSES, Agence nationale sur la sécurité environnementale et de santé et environnement. Un troisième axe sur les inégalités sociales de santé, donc là, qui est développé par un département qui est biostatistique et épidémiologie, notamment sur les disparités territoriales que l'on peut observer en termes d'épidémiologie, d'incidence ou de prévalence de certaines maladies chez certains groupes, en fonction des conditions de vie, des conditions économiques et de leur exposition environnementale. Et le quatrième axe que vous voyez tout en bas, industrie, ville, habitat, alors c'est plus généralement, je dirais, les questions du territoire, territoire et santé, territoire et politique publique de santé, dans lequel nous travaillons, Anne Rouet Legal et moi-même. Alors l'IRSET, j'ai mis un petit logo, c'est l'Institut de recherche en santé, environnement, travail, qui est né il y a maintenant 2 ans et qui réunit équipe de l'INSERM, CNRS, École de santé publique de Rennes et Université Rennes 1, donc qui mêle des médecins, épidémiologistes, biologistes, toxicologues et autres compétences autour de la santé. Dans l'axe de recherche santé publique et politique urbaine ou politique de territoire, donc, il y a eu des travaux que je vais vous présenter, notamment portant sur une méthode qu'on appelle l'évaluation d'impact sur la santé, EIS, qui est notamment portée par des collectivités territoriales,
qui sont notamment en France pour certaines, ou en Suisse, ou en Belgique, au Canada, pays francophones, mais aussi maintenant en Australie, on va le voir par la suite. On a une formation dédiée à ces questions santé, territoire, environnement, un master spécialisé en alternance, qui siège entre Rennes et Paris, avec l'école des mines de Paris d'ailleurs, Mines Paris Tech. Voilà. Et une partie expertise dans laquelle l'EUS fait partie donc de la méthode, de la démarche qui est adoptée par l'équipe. Donc l'EIS, étude d'impact sur la santé des projets, évaluation pardon, d'impact sur la santé des projets, d'aménagement ou de programmes. C'est donc une combinaison de méthodes et d'outils pour évaluer quels sont les effets potentiels que peuvent avoir ces installations, qu'elles soient des infrastructures urbaines, que ce soit des infrastructures de circulation routière, ferroviaire, aéroportuaire, que ce soit l'aménagement d'un site industriel. Tout projet peut être considéré au titre des effets potentiels qu'il aurait sur la santé publique au sein de populations. Donc c'est un outil de la décision qui permet d'associer les parties prenantes dans une démarche dite participative et d'apporter une information auprès des décideurs et des planificateurs. Je vais très brièvement sur l'IIS, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer l'avancée de ces questions de santé publique dans les méthodes d'évaluation. Et donc l'IIS, en 5 étapes, part donc d'abord d'une sélection des territoires ou des projets ou des programmes qui sont soumis à une évaluation avec un cadrage, l'évaluation proprement dite et l'analyse des composantes de cet environnement qui présentent des risques de santé publique, les recommandations qui peuvent être faites par cette expertise, et puis bien sûr à l'issue un processus de décision, de suivi de ces décisions et de leur aménagement ou des opérations, et l'évaluation bien sûr en fonction des objectifs ou des risques qui ont été identifiés au préalable. Donc ça touche de nombreux domaines comme les transports, aussi l'environnement, l'employabilité, l'économie locale. Donc vous voyez, c'est une approche plutôt transversale sur un projet de développement urbain et qui prend plusieurs formes. Selon le temps, on peut avoir une évaluation très prospective sur un projet de long terme qui peut être une évaluation se déroulant en même temps que la mise en œuvre du projet, ou une analyse rétrospective sur ce qui a été fait antérieurement et sur lequel on fait une évaluation postérieure à son aménagement. Voilà, on peut avoir une approche aussi plus précise ou plus rapide, ultra rapide en quelques jours sur la base d'une revue de littérature, ou approfondie qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour évaluer les impacts potentiels à partir des données probantes du risque sanitaire qui serait identifié. De façon générale, 3 cas d'études en cours. Celui de Rennes, la halte ferroviaire de Pontchaillou, qui fait l'objet d'une étude depuis donc, il y a eu 6 mois, sur l'aménagement de cette halte ferroviaire au cœur de Rennes Métropole. C'est quels sont effectivement les enjeux de santé publique associés à ce type d'installation. Alors ça peut être bien sûr au préalable, on pense notamment au bruit, aux nuisances sonores, au changement d'organisation du quartier, de la vie et de l'accessibilité pour les publics à ce quartier, mais aussi en termes de services que pourrait rendre cette gare au-delà de la simple desserte de transport, puisque cette halte ferroviaire pourrait aussi associer d'autres services de type commerce, activité, emploi et autres. Toulouse, un projet plus de politique, je dirais, locale, si je ne me trompe pas, sur un projet urbain. Voilà. Alors c'est une EIS rapide sur 4 mois avec un groupe de travail qui s'est constitué. Et puis en PACA, donc un projet beaucoup plus général issu d'une politique européenne. On est à l'échelon régional avec l'analyse comparée de 3 contextes différents de projets et d'impact sur la santé de ces projets d'infrastructure. Voilà 3 échelles, 3 études en cours à laquelle est associée l'école. Donc la halte ferroviaire, rapide présentation, qui a d'ailleurs été faite auprès du CERTU lors d'un colloque, je crois que c'était en novembre dernier, où mes collègues de Rennes étaient venus présenter le retour de ce projet d'aménagement d'une halte ferroviaire,
avec 41 recommandations organisées autour de 5 thématiques, pour que l'aménageur, l'urbaniste, le service d'urbanisme de l'agglomération rennaise prenne en compte la dimension santé publique, qui n'est pas une approche purement médicale, vous l'avez bien compris, une approche plus sur les effets chroniques, différés, que l'on peut observer des changements d'un environnement urbain sur les populations résidentes ou voisines. Là, on va passer sur le cas d'étude que je tiens à vous présenter aujourd'hui, celui donc de la commande qui nous est faite par la Direction générale de la santé, suite à une consultation donc, de l'autorité environnementale pour un avis. Comment peut-on prendre en compte la santé dans le cadre des procédures réglementaires de l'urbanisme? Donc, c'est la nécessité d'avoir un outil d'évaluation au regard d'un contexte réglementaire qui évolue très fortement, notamment depuis le décret de février 2011 avec... qui confère aux agences régionales de santé, les ARS, des compétences dans le domaine de l'urbanisme pour porter un avis sur des projets dans le cadre des documents d'urbanisme de type PLU ou SCOT et de façon plus opérationnelle sur des zones d'aménagement concerté. On va le voir par la suite. La loi Grenelle aussi a apporté une incidence très très forte sur le cadre de l'évaluation environnementale, puisque les 2 décrets qui sont parus, l'un en 2011 et l'un en 2012, l'un porte sur la réforme des études d'impact et l'autre sur l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Et l'exigence réglementaire qui nous est imposée par une directive européenne est d'intégrer l'approche santé publique dans ces approches d'évaluation environnementale. Donc on sort du schéma purement environnementaliste pour y intégrer la dimension santé-environnement et des interactions qui ont lieu entre ces deux domaines, ces 2 dimensions. Donc, le projet qui nous est confié à l'école, c'est sur un court terme de concevoir un guide méthodologique pour les ARS, de façon à les accompagner et à intégrer la dimension santé publique dans les documents qui leur sont soumis de projets d'aménagement, lorsqu'elles sont consultées pour avis par le préfet, par l'autorité environnementale, et à plus long terme, la prise en compte de la santé des populations, très en amont dans l'élaboration des documents d'urbanisme, lorsqu'il y a par exemple une modification d'un document d'urbanisme de type plan local, et en amont aussi des projets d'aménagement, au plus tôt, avant qu'il y ait le démarrage des études et la mise en œuvre de l'aménagement ou sa réalisation. Comment intégrer ça de façon très anticipative, la question santé publique. Alors, c'est vrai qu'urbanisme santé, on l'a vu ce matin grâce aux différents intervenants, c'est pas aisément à appréhender. Néanmoins, dans notre culture, je dirais, d'urbanisme, peut-être que ça n'a pas été toujours pris en compte, si ce n'est sur l'approche hygiéniste héritée du 19e ou une approche sanitaire telle qu'on l'a cultivée au 20e. L'approche santé publique apprend cette fois une échelle plus populationnelle sur des moyens et long termes. Et on a besoin d'avoir une approche beaucoup plus systémique et intégrée pour trouver des relations qui existent entre l'aménagement d'un espace de vie, notamment urbain, puisque nous sommes de plus en plus des urbains, des citadins, et d'avoir une approche interdisciplinaire, ce qui, je crois, vous faites partie de ceux qui en sont convaincus, d'associer les compétences et les disciplines autour de ces questions de santé. Mais quand on dit santé, de quoi parle-t-on ? Donc on peut avoir une approche des santé qui passe par l'approche des milieux, en gros les différents compartiments écologiques que sont l'air, l'eau, les sols, ça c'est dans la culture classique de l'ingénierie écologique au sens large, ou de l'ingénierie sanitaire. Mais on peut avoir aussi de plus en plus une approche par facteur d'impact ou source d'impact, notamment par site, je dirais, de risque sanitaire. Un site qui peut être un site industriel, un site naturel aussi. On en a évoqué rapidement ce matin. Les sites naturels peuvent présenter des risques sanitaires parfois majeurs. Par type d'effet de santé, dans l'approche, je dirais, étiologique des affections qui touchent les populations. Par niveau d'échelle, du quartier à l'habitat, en allant jusqu'à l'échelle de l'agglomération, ou par grande thématique, notamment les ARS le savent, sur la question de la qualité de l'habitat, entre des habitats insalubres ou des habitats indignes, jusqu'aux problématiques de la promotion de la santé,
ce qui aujourd'hui est devenu une nouvelle mission des agences régionales de santé, c'est-à-dire analyser toutes les conditions qui favorisent les comportements de santé. Et c'est plus seulement sur le mode analyse des risques que l'on prendrait à amoindrir, à affecter la santé, c'est ce qui favorise les comportements de santé, notamment ici en milieu urbain. Donc la santé telle qu'on l'appréhende nous, c'est une approche globale, au sens de l'OMS, c'est-à-dire c'est un état complet de bien-être, non seulement physique, mais aussi mental et social. On parle de santé mentale, mais aussi de bien-être ou de qualité de vie. Donc ce n'est pas uniquement sous l'angle de l'absence des maladies, des pathologies ou des effets, ou des déficiences, c'est au sens de l'OMS, où on appréhende l'être et l'homme dans sa globalité. Et on appréhende aussi la santé des populations au sens large, avec tout ce qu'on appelle l'ensemble des déterminants de santé. Basile Scheck nous l'a présenté ce matin. Vous avez vu, quand on dresse le tableau des déterminants de santé, on balaye, j'allais dire, assez large, puisqu'on va de l'accessibilité à des services jusqu'à la qualité de l'environnement paysager, sonore, visuel, de voisinage, de relations sociales. Donc c'est une approche globale et transversale qui, ici, est requise. Alors les grands schémas de cette approche globale de la santé et de ces déterminants sont ceux qui ont été, je dirais, élaborés par Whitehead et Dahlgren dès les années 90, où on part des facteurs héréditaires, génétiques, biologiques, et puis globalement, on va jusqu'au mode de vie individuel, aux comportements sociaux, aux réseaux sociaux communautaires, aux conditions de vie et de travail, économiques, sociales, accès à la culture, accès à la formation, jusqu'aux conditions socio-économiques, culturelles, environnementales, au sens plus global, politique publique, par exemple, dans le schéma de Whitehead et Dahlgren. Sinon, vous en avez un autre proposé par le ministère de la Santé du Québec, qui est aussi en phase avec cette approche des déterminants de la santé. Voilà, donc des déterminants de santé, l'environnement en est un parmi d'autres, l'état de qualité des milieux de vie, air, eau, sol en sont, mais pas seulement, puisque vous l'avez vu ce matin déjà, on peut appréhender la santé sous d'autres angles. Ça, c'était à titre d'introduction sur de quelle santé parle-t-on. Maintenant, les procédures d'urbanisme jusqu'à leur évaluation environnementale. Donc l'objectif, c'est de trouver des leviers pour prendre en compte cette question santé, qualité de vie, le plus en amont possible, dans l'urbanisme réglementaire, mais aussi opérationnel, et de voir dans quelle mesure l'évaluation environnementale ou l'étude d'impact doit intégrer aujourd'hui des déterminants de santé. Le rôle qui est dévolu aux ARS, c'est justement de prendre en considération la façon dont la santé est abordée dans les projets, et donc d'impliquer les professionnels, planificateurs ou urbanistes. Donc les procédures, la planification n'est pas un terme apparent dans le code de l'urbanisme, mais par contre, les articles soulignent bien qu'il s'agit de prévoir et de décider l'usage que l'on fait des espaces, que ce soit au niveau d'un SCOT, d'un PLU ou d'une carte communale. Et donc, qui dit espace, on l'a bien vu ce matin à travers différents exposés, dit exposition de population à certains facteurs de risque ou à certains types de déterminants sociaux de santé. Et donc, par contre, l'urbanisme opérationnel du type lotissement, plan de lotissement ou ZAC, lui, va jusqu'à instruire des autorisations à des projets concrets d'aménagement. Et donc, dans le projet, nous avons considéré qu'il valait mieux commencer par un urbanisme opérationnel de type ZAC. Et c'est là-dessus que nous avons commencé à travailler avec un groupe de travail qui s'est constitué depuis 1 an. Nous sommes une vingtaine de membres et on s'est réunis à peu près 4 fois par an pour mettre au point une méthode qui permette d'appréhender l'évaluation environnementale des dossiers et des documents d'urbanisme en y intégrant la santé. Je passe rapidement sur cette diapo. Pourquoi ? Parce que les ARS, depuis leur création avec la loi HPST, Hôpital Patient Santé, demandent aux ARS de porter un avis au même titre que l'autorité environnementale sur les modifications qu'on peut apporter à des documents d'études au niveau d'un PLU, au niveau de la création d'une délibération de création d'une ZAC, au niveau de la déclaration d'utilité publique, ou dans les études d'impact et dossiers de création, d'intégrer l'aspect santé publique qui est encore mal appréhendé par les porteurs de projets. L'évaluation environnementale, les planificateurs, les aménageurs et les professionnels ont pris bien sûr l'habitude d'établir leur dossier avec un état initial de l'environnement, l'analyse des incidences environnementales, le rapport de présentation de cette évaluation environnementale avant le dépôt d'un arrêt du PLU ou du SCOT, jusqu'à l'avis de l'autorité environnementale qui aujourd'hui
sera nécessairement un avis émis avec l'autorité de santé. Donc le groupe de travail qui se réunit depuis pratiquement un an, c'est d'avoir cette approche globale, de choisir des déterminants de santé qui soient pertinents et en réponse aux enjeux de l'urbanisme, avec une méthode que l'on construit progressivement, qui est donc évolutive. Et on a commencé à réfléchir sur ce qu'on appelle un système de boîtes, entre guillemets, des boîtes indépendantes, alors boîtes avec un accent circonflexe, hein, je vois l'erreur, avec des niveaux de précision et de complexité en fonction des contextes réglementaires et de connaissances dont on dispose. Première liste de déterminants de santé qui ont été retenus, mais qui vont être amenés à évoluer. On en a retenu 15 dans un premier temps, et vous voyez que parmi les 15, on retrouve bien les déterminants environnementaux, hein, cadre de vie, eau, déchets, sol, climat, énergie, qualité de l'air. Ce sont les incontournables auxquels les agences régionales de santé sont non seulement formées, mais aussi ont pour mission d'en faire l'évaluation dans les projets et dans les documents. Mais on y ajoutera cette fois aussi des problématiques de style de vie sain, donc par exemple de comportement de mobilité. Le projet favorise-t-il des comportements de mobilité douce, de la marche par exemple, ou des modes doux. Des questions d'accessibilité aux services qui puissent être des services de transport, des services de commerce, des services publics de santé, notamment l'accès aux soins, ou même des questions de démocratie locale. Là, on n'a pas encore tranché sur la façon dont les projets pourraient intégrer cette question de démocratie locale participative, mais ça rentre dans les déterminants de santé, au même titre que les questions d'égalité et d'équité sur les territoires, ou de sécurité aussi et de tranquillité. Voilà, ça c'est un tableau générique des déterminants de santé. Néanmoins, on n'a pas encore réponse à tous ces déterminants pour définir les conditions de prendre en compte la santé publique pour chacun. Alors, on est passé par un inventaire des méthodes existantes avant de construire notre propre méthode. On en a recensé quelques-unes à l'échelon national, européen et international. En fait, il y en a assez peu sur le volet santé-urbanisme. Si vous regardez bien, on en a retenu 4. Le guide urbanisme et santé de l'OMS, qui date de 1999, si je ne me trompe pas. La méthode de l'évaluation d'impact sur la santé, la fameuse EIS que je vous présentais en introduction. La méthode de la Commission européenne donc, sur l'impact, l'évaluation de l'impact des projets sur la santé, donc des politiques publiques sur la santé par la Commission européenne. Et puis le CERTU, qui a quand même mis en place l'évaluation de l'impact sanitaire des infrastructures routières. Ça, c'est important à prendre en compte dans le sens où beaucoup de projets d'aménagement intègrent une dimension infrastructure routière de façon assez systématique. Donc voilà les premiers éléments. Les méthodes existantes que l'on a répertoriées sont souvent soit sur de l'audit urbain en termes d'aménagement, de conception urbaine, sans nécessairement intégrer la question de la santé publique, ou alors sur l'environnement, environnement-urbanisme. Ça, c'est des choses qu'on retrouve de façon assez régulière, que ce soit la méthode de l'ADEME, approche environnementale de l'urbanisme, qui est quand même bien connue, que ce soit sur un diagnostic énergie-environnement, sur la démarche HQE, ou plus généralement sur l'approche territoriale du développement durable, de l'évaluation de l'impact environnemental des projets transfrontaliers au niveau européen, à la HQ2R, haute qualité environnementale énergie du CSTB, à la grille RST2 du CT et du CERTU. Voilà pour quelques méthodes que l'on a inventoriées. Alors nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on commence à réfléchir à la nôtre, comment construire une méthode qui intègre les déterminants de santé, et on s'est donné 2 phases, non spécialement linéaires. D'abord, une grille d'analyse des projets, que je vais vous présenter très sommairement dans l'état actuel où elle est conçue. Donc, c'est un des résultats du groupe de travail, c'est de réfléchir sur les déterminants de santé que l'on va retenir pour analyser un projet ou un document d'urbanisme. Ensuite, d'aller sur des critères de choix de ces déterminants, des indicateurs qui permettraient ensuite d'analyser la portée du projet au regard des enjeux de santé publique, hein, donc des projets urbains ou des projets de type opérationnel, d'en faire un bilan de connaissances existantes sur les données probantes en matière de santé publique. Ce qui est la chose la plus difficile, c'est de trouver des données probantes d'ordre santé publique qui puissent permettre d'évaluer un projet. Le but est bien sûr d'identifier et de hiérarchiser les critères en fonction de ces références et des documents sources existants ou peut-être à produire. La deuxième phase, c'est une matrice d'évaluation des projets pour les agences régionales de santé. Et donc là, le groupe de travail réfléchit à une matrice qui permettrait d'aider les ARS à apprécier un projet au regard des questions de santé.
Alors, première grande famille de déterminants, mode de vie, structure sociale, c'est un intitulé provisoire qu'on a donné à cette famille. Donc, j'ai sélectionné quelques déterminants, l'accès, équipement et services, pour prendre le numéro 5. Et dans le numéro 5, j'ai choisi 2 sous-déterminants, l'accès au système de santé, donc c'est l'accès aux soins en fait, services sanitaires, éducation, prévention pour la santé, services hospitaliers, services d'urgence. Comme vous le savez, tout un chacun est amené un jour ou l'autre à avoir besoin de recourir à ces services, soit pour ses enfants, soit pour soi-même, soit pour des personnes en situation de dépendance. Et donc, quel est le moyen d'avoir accès à ces services-là? Alors, accès, bien sûr, physique, en termes de desserte, mobilité, accessibilité, mais aussi accès en termes de personnel disponible, de ressources locales pour pouvoir y accéder. L'analyse du service existant. Est-ce que l'implantation d'un projet, d'un équipement, par exemple, de type habitat, sera suffisamment entouré, environné des services de soins pour permettre à ses habitants de ne pas être sur de nouveaux déserts sanitaires ou médicaux? L'autre point, c'est l'accueil enfance. Lorsque veut attirer une population et lui assurer un minimum de services pour l'enfance, on en parlait ce matin aussi, c'est l'accès à des services de garde et des activités scolaires ou périscolaires. Voilà un exemple. Vous voyez, ça paraît éloigné de la question purement de santé, mais ça y contribue en tant que déterminant social de santé. Un autre exemple sur les déterminants du cadre de vie, plus proche peut-être des métiers de l'aménagement, de la construction. Le logement, l'habitat, le bâti de qualité, on a retenu donc des sous-déterminants qui sont l'accès à la construction de qualité en termes de structure, de matériaux, l'accès à un cadre de vie de proximité favorable à la santé et donc de la qualité extérieure, de l'environnement extérieur. Par exemple, quelle est la proportion qu'il y a entre l'espace bâti et l'espace paysager? Ça peut être des critères qui pourraient être appréciés. Le cadre de vie d'aménagement urbain, donc c'est la mixité fonctionnelle des espaces publics. Permet-il de remplir plusieurs fonctions et lesquelles à définir? La qualité esthétique, ce qui risque d'être un peu difficile d'apprécier si on devait porter des évaluations. Pour le moment, c'est une grille provisoire. La qualité des ambiances qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de cette journée, sonore, visuelle, odorante et tactile. On est même allé jusqu'à s'imaginer, est-ce qu'on peut parler des ambiances tactiles? On s'est posé la question, en tout cas. Et puis la sécurité, tranquillité au niveau de tout ce qui est sécurisation des accès pour les piétons, de l'accès aussi aux routiers, bien sûr, les espaces publics, les populations par rapport aux risques naturels. On connaît bien les phénomènes de zones inondables ou soumises à des aléas, de risques industriels ou de risques technologiques. Voilà les premiers éléments dans les déterminants cadre de vie, activité économique. Troisième partie que je vous expose aussi sommairement sur l'avancée de cette grille, toujours au stade d'élaboration, celle des qualités des milieux et des ressources, là beaucoup plus classique dans les métiers de l'ingénierie sanitaire ou de l'environnement. Le volet climat-énergie, bien sûr, adaptation au climat extrême de type canicule, et ça on le sait bien que depuis 2003, la question santé publique liée à l'impact d'un effet de canicule a été considérable, et l'aménagement urbain peut tout à fait adapter sa conception pour imaginer ici, là, des îlots, je dirais, de chaleur, d'arborer et d'aménager le paysage urbain de façon à ce qu'on atténue les effets des températures extrêmes. Ensuite, les émissions de gaz à effet de serre, bien entendu, les consommations d'énergie fossile en lien avec les émissions de gaz à effet de serre, la qualité des milieux avec tout ce qui touche la biodiversité des espaces naturels, on parlait des corridors tout à l'heure, la qualité de l'air, bien sûr, dont on a de plus en plus maintenant d'éléments d'impact sur la santé des populations, sur les maladies respiratoires ou les difficultés respiratoires, chez d'ailleurs les jeunes enfants, mais aussi chez les personnes fragilisées, personnes âgées et personnes malades. Et donc les effets chroniques aussi à moyen ou long terme de ces composants polluants de l'atmosphère doivent être pris en compte dans l'approche d'un projet urbain pour lequel, on le sait, ce qui touche les infrastructures routières a toujours eu jusqu'à présent une place importante. On a laissé apparaître la question des nuisances de type odeur, enfin je les ai laissées volontairement, mais aussi, on en parlait avec la question des aménagements paysagers et arborés, eh bien, les facteurs liés aux maladies respiratoires ou phénomènes donc
je cherche le mot, les pollens et autres ambroisies, tout ce qui est allergie, merci, les allergisants dans l'environnement urbain. Voilà, donc là c'est les déterminants, quelques grandes familles et quelques-uns que j'ai sélectionnés. On est en réflexion là-dessus. Alors, qui dit déterminant de santé pourrait nous porter à être assez éloigné de l'exercice professionnel des aménageurs. Donc derrière, il faut y associer des équipements, des aménagements ou des opérations qui permettent de porter une analyse sur le projet. Alors donc le projet portera effectivement, pourra comprendre des équipements de type piste ou voie cyclable, de type aménagement sportif dédié à la population. Est-ce qu'il y en a un à proximité? Dans quelle proximité? Et dans quel environnement sportif? Ici, j'ai choisi quelques photos de l'agglomération lyonnaise. Il y a des équipements qui posent question sur la proximité avec d'autres équipements. L'installation sportive d'un stade en bord de l'autoroute A7 et proche de la raffinerie et des installations industrielles, ça pose sérieusement question en termes d'aménagement, d'infrastructure. Quand vous vous trouvez avec 500 personnes sur le stade, parce que c'est le seuil à ne pas dépasser pour intervention des pompiers, qui sont en pleine journée exposés à la fois aux risques technologiques et à la fois aux émissions, et au bruit et aux émissions aériennes des infrastructures routières à proximité, on s'interroge sur, je dirais, la ventilation des populations sportives. Sur Villeurbanne, la question des jardins ouvriers est intéressante de savoir comment on réserve des espaces qui peuvent être des espaces de sociabilité, hein, le jardin en général, mais aussi pour certains de compléments de revenus et alimentaires, plutôt du panier, je dirais, alimentaire, et les proximités des infrastructures par rapport à l'habitat. Alors j'ai pris ici la gare ferroviaire de Feyzin, qui jouxte donc de l'habitat en partie et les installations industrielles. Donc les grands équipements aussi, bien sûr, les grandes infrastructures traversantes, le périphérique de Villeurbanne, hein, qui quand même circule avec un flux important jour-nuit, avec des établissements de logement, de grands équipements de logement sur toute sa longueur. Ça pose question sur la conception urbaine des années 60 essentiellement. Et puis bien sûr les installations industrielles qui aujourd'hui pourront plus difficilement venir s'installer dans un tissu urbain, où le tissu urbain pourra peut-être de moins en moins absorber les sites industriels aussi. Ça fait partie des déterminants de santé qu'il fallait prendre en compte. Voilà. Alors à terme, est-ce qu'on peut aller, c'est une question, sur un profil santé-urbanisme, hein, dans les projets et documents d'urbanisme qui seront proposés et soumis aux autorités environnementales et de santé. Et là, je suis autorisé à faire un petit essai sur des déterminants qui ne sont pas que des déterminants de santé, sur des visions de territoire associant l'égalité, les climats, et de voir le niveau de réponse qui est proposé par le porteur de projet et le niveau de réponse actuel du projet en l'état. En gros, par rapport à la situation mettons, de sécurité ou d'accès au travail ou d'employabilité ou de développement économique de la zone, comment on peut, on va dire, apprécier l'adéquation qu'il y aura dans le projet pour répondre à des enjeux qui sont peut-être insuffisamment pris en compte sur le territoire relativement aux déterminants de santé. Voilà, et j'ai mis quelques illustrations du quartier de Beauregard à Rennes, sur Rennes Métropole, qui fait l'objet d'une étude de cas, on va dire, d'une zone d'aménagement concerté sur cette approche globale des déterminants de santé. Je vous remercie. Est-ce que je suis dans les temps? On a un peu de temps pour échanger. Merci. Oui, moi je suis perplexe devant ces grilles d'analyse de complexité qui nous rappellent les approches environnementales de la période initiale de l'association HQE, et on sait ce qu'il en est advenu en termes d'inefficacité, de lourdeur, etc. Donc, quand on arrive à autant d'indicateurs, autant de sous-indicateurs, etc., on en fait quoi? C'est pour aller encore alourdir les procédures PLU? C'est pourquoi?
Voilà, je suis un peu inquiet, voilà, là. Propos polémique qui n'est pas un propos d'après-déjeuner. Une vraie question, je crois. C'est une question qui nous a déjà été régulièrement posée, même par le groupe de travail, vous voyez, donc c'est pas une découverte. Effectivement, la question de grille d'indicateurs pose question à chaque fois sur le côté fastidieux de la tâche et sur les effets qu'on peut en attendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour sortir d'une focalisation, on va dire, environnementaliste, dont on est, je dirais, aujourd'hui un peu les héritiers. Non pas qu'il faille écarter l'aspect environnemental, mais si la question environnementale nous préoccupe aujourd'hui, c'est pour l'impact qu'elle peut avoir sur la santé. Et je crois qu'on l'oublie un peu trop. On peut avoir une vision, bien sûr, tout à fait environnementaliste et tout à fait comment dire, louable de vouloir protéger l'environnement, mais je pense que la préoccupation première, c'est quand même l'état de santé de la population dans cet environnement-là. Et donc, ça a été toujours mis plus ou moins en arrière-plan, considérant que du moment qu'on adopte des procédures d'évaluation des risques sanitaires, on se préservait ou on protégeait les populations. Là, on n'est plus sur une logique uniquement d'évaluation du risque, on est sur ce qui permettrait à des concepteurs aménageurs on va dire, de concevoir, de penser à ce qui favorise l'accès à des services ou à des moyens de préserver sa santé, mais aussi plutôt d'être favorable à la santé. Donc, ça change quand même l'optique qu'on donnerait à un aménagement. Ce n'est pas un aménagement dans lequel on est toujours en train d'essayer de réduire ou de contrôler les incidents, c'est ce qui pourrait favoriser un environnement, des conditions de vie, je dirais, de promotion de la santé. Je dis volontairement ce terme de promotion de la santé, ce qui incite à tendre à prendre des habitudes favorables à la santé. Voilà. Donc ça, c'est quand même un changement de perspective qui n'est pas anodin par rapport à la culture du risque que l'on a, notamment en France. Il y avait une conférence qui s'est tenue grâce à l'agent d'urbanisme au mois de juillet dernier, si je ne me trompe pas, sur on va dire, l'écologie industrielle territoriale. Et une étude qui a été faite, une étude comparée entre des pays occidentaux, faisait montrer que la France est bien dans une culture du risque, quand même, qu'elle maximise toujours le risque. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'elle aille jusqu'à minimiser le risque, mais elle est dans cette culture du risque maximalisé et elle est moins dans une logique de promouvoir des actions de santé. Ou alors, elle le fait soit en termes d'aide et de système de soins, d'accès aux soins. C'est un déterminant de santé parmi d'autres. Donc nous, on espère que cette grille va ouvrir le champ de la santé publique, et non pas seulement sanitaire, sur l'ensemble des déterminants pour que chacun prenne en compte qu'il y a des effets directs ou indirects sur la population du fait des aménagements. Je voulais vous demander, en ce qui concerne ce que vous avez appelé donc, le niveau de réponse proposé et le niveau de réponse actuel, oui. Quand on fait une liste de déterminants, c'est vrai que ça apparaît toujours plus complexe oui. que lorsque ces déterminants sont regroupés par catégorie. Oui. C'est un peu ce qu'on a aussi vu ce matin. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que les regrouper par catégorie permet de rendre la compréhension moins complexe? Et comment vous avez pu faire ce schéma avec le niveau de réponse actuel là, qui était en rouge et le niveau de réponse proposé? Enfin, comment vous avez fait cette évaluation, quoi? J'ai pas compris. Très bien. Donc sur la première question, la difficulté, c'est de vouloir trop agréger entre des déterminants de santé pour en former un plus générique dans lequel on diluerait. Voilà, donc on a créé des grandes familles, 3 grandes familles de déterminants, uniquement pour pouvoir, on va dire, décomposer les 15 ou 19 déterminants et les regrouper par grandes composantes. C'est une question purement pédagogique de se dire, plutôt que de vous faire défiler 15 déterminants, regroupons-le par grandes familles. Bon. C'est pas pour les diluer néanmoins, puisqu'il faut nécessairement revenir aux déterminants d'origine. Sur le deuxième point, c'est un exercice auquel je me suis amusé, entre guillemets, qui partait d'une évaluation des politiques publiques d'un territoire, sur lequel il y avait 17 politiques publiques dites de développement durable, lesquelles la mission demandée était d'évaluer les politiques publiques de durabilité sous l'angle des 17 grands objectifs fixés. Et de là de dire,
l'évaluation que vous faites, on va dire, de notre projet avec des antécédents de 5 années. Montrez-nous l'état actuel de l'avancement de notre politique par rapport à des grands objectifs. Les objectifs étant fixés par rapport à des cas de référence de territoire, on va dire répertoriés parmi des exemplarités. Voilà. Donc le niveau maximal atteint relevait d'exemplarité observée par les territoires, dit engageant une politique de développement durable, et la façon dont le territoire évalué se positionnait par rapport à ces exemplarités. C'était juste un exercice. Ça pourrait être le cas avec des normes, par exemple au niveau sonore. Est-ce que vous atteignez des... Bon, bien sûr, il y a celles qui sont obligatoires, hein, mais on pourrait aller jusqu'à sur des normes plus volontaristes, d'appliquer certaines normes pour lesquelles le projet d'aménagement dépasserait le simple seuil obligatoire. Ça pourrait être un des moyens d'évaluer le positionnement du porteur de projet par rapport à des risques de santé, bien sûr, ou des effets de santé. Merci. Moi, je rejoins assez les remarques, c'est-à-dire plus il y a de critères et plus on noie le poisson. Par exemple, quel avis on donnerait aux impacts du boulevard périphérique? Quel avis on donnerait? Aujourd'hui, ouais. À mon avis, en termes d'impact sanitaire, qu'est-ce qu'on dirait franchement? Très négatif. Voilà. Alors, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas de dire. Non, il faut. Les vrais critères, c'est, à mon avis, hein, c'est le danger réel, c'est ce qui met en cause ou en question la vie des personnes. D'autres, ça peut être la gêne des personnes. Enfin bref, oui, quels sont les 3-4 critères clés qui font qu'on peut se positionner et donner un avis efficace sur une question? C'est vrai qu'on a un peu l'impression que plus c'est complexe et puis moins on peut discriminer la question clé, quoi. Oui. Alors si on prenait le cas du périphérique, aujourd'hui, au regard de, on va dire, 3 facteurs d'impact sanitaire, on aurait celui, bien sûr, de la sécurité routière sur cette grande infrastructure. Il faudrait voir quel est le taux d'accident sur le tronçon et quels en sont les points noirs. Ça pourrait être un premier critère. Le deuxième, ce serait sur l'impact sonore de l'infrastructure. Là, je pense qu'on aurait des choses intéressantes par rapport au voisinage de l'habitat et des constructions de proximité. Quand on parcourt à pied, je l'ai fait, hein, quand on parcourt à pied le périphérique, en passant depuis le 8e arrondissement, en passant par la limite de Vénissieux et en remontant jusque quasiment sur Bron, je peux vous assurer qu'on ressort un peu abasourdi et tous les équipements voisins ne sont pas équipés par un niveau de protection sonore. Enfin, ceux qui y vivent de façon constante, continue. Voilà. Donc là, il y a quand même un seuil d'acceptabilité de l'infrastructure par rapport aux résidents. Et ça, c'est l'aspect impact sonore. Et il y aurait l'impact sanitaire lié aux émissions atmosphériques. C'est pas seulement les NOx, les SOx et autres dans l'atmosphère. C'est une exposition chronique. C'est des gens qui peuvent vivre peut-être pendant 20 ou 30 ans aux abords de ces infrastructures. Il faudrait quand même qu'on ait des données, ce sera peut-être l'objet d'une donnée épidémiologique sur la durée, des affections subies par ces personnes, enfin ces populations. Alors ça, c'est de façon générale. Après, sur l'infrastructure en elle-même et sur toute sa longueur, je pense qu'il y a des enclaves urbaines qui surexposent les populations. Alors, je vais venir à un point qui me tient un peu à cœur. En gros, vous avez des poches urbaines sur lesquelles vous avez un cumul d'expositions qui peuvent être bien sûr sonores et de pollution aérienne. Vous y ajoutez des ondes électromagnétiques, puis vous y rajoutez des enclavements par des grandes coupures urbaines, sans l'accessibilité facile à pied. Vous ne pouvez le faire le franchissement qu'en voiture. Je le fais à pied souvent, et je me rends compte chaque fois des obstacles que je rencontre. Il n'y a pas possibilité de franchissement. Et en plus de ça, vous trouvez des secteurs d'enclave urbaine sur lesquels vous avez des populations en défaveur socio-économique. Voilà. Donc là, il y a un cumul de défaveurs qui sont à la fois environnementales, sanitaires, socio-économiques. Et ça, c'est préoccupant sur ce que l'on appelle aujourd'hui lutter contre les inégalités, notamment sociales de santé, ou sur les inégalités territoriales. Bon. Et je pense que ça permet de porter un regard un peu plus aigu sur certaines enclaves sur lesquelles on ne porte pas un regard, parce qu'on a un regard parfois un peu éloigné, rapide, hein, on est sur des fonctions de rapidité, de circulation, et on ne s'arrête pas, on ne prend pas le temps de s'arrêter sur l'aménagement urbain.